De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Et avant d'accueillir effectivement Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines, je fais un petit coucou donc à Le Gabon DX qui nous suit, à Patrick Francius, à Patricia Châtenay-Rivaudet, je te fais des bisous, à Morgane Huyn, à Luna etc. je crois, à Luna ECT, merci pour le compliment, à Sari et ainsi qu'à Fabrice Roche, merci de nous suivre, Maggie Delaney aussi qui nous suit tous les soirs. Jean-Philippe Omotunde, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu détente, on va dire, les origines africaines des jeux et jouets. Des jeux et jouets, effectivement. C'est important de prendre le temps de parler de sujets qui ont l'air d'être comme ça totalement anodins, mais qui sous-tendent derrière non seulement une grande réflexion, mais une certaine réalité. Vous savez qu'aujourd'hui, on oppose à la notion de jeu traditionnel la notion de jeu moderne. Vous voyez, c'est-à-dire ce qui est vendu dans les grands magasins et qui est présenté comme étant, je dirais, de la modernité occidentale. Le problème, c'est que tout ça est rattaché non seulement au fait d'ignorer la vraie fonction des jouets, l'origine des jeux et des jouets, ça c'est la première chose, mais il faut savoir que le jouet moderne n'existe pas, parce que tous les jouets sont africains. D'accord. Vous voyez, et ça, je dirais, il suffit de regarder, d'aller dans les musées, où il y a justement l'histoire des jouets, et on a l'occasion de découvrir des choses assez intéressantes. Alors c'est d'autant plus pertinent que le jeu est un phénomène de transmission. C'est-à-dire, c'est pas ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants qui sont dans leur coin et qui s'amusent. Non, c'est un espace vraiment assez exceptionnel, assez important de transmission de valeurs. Et c'est quoi ces transmissions de valeurs? Alors on va prendre le temps de parler de ça 2 minutes. Vous savez que l'homme est fait de corps et d'esprit. Et on voit effectivement le corps d'un individu, ça représente 40% d'individus, mais il y a 60% qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'esprit. Et quand vous faites de l'éducation, il faut éduquer 100%. Donc pourquoi il faut éduquer 100%? Parce que le corps a, je dirais, son projet, l'esprit a un projet qui n'est pas celui du corps. Donc il peut y avoir un conflit. Et le but du jeu, c'est que l'esprit arrive quand même à maîtriser le corps dans ses dérives, ce qu'on appelle la matière. Parce que la matière est toujours en rébellion contre l'esprit, et il faut que l'esprit ait la capacité de maîtriser la matière, même en rébellion. Et le jeu est fait pour ça. Et c'est pour cette raison que dans le cadre de l'enseignement des règles du jeu, ce sont des règles de vie. Vous voyez l'affaire? Ce sont des règles de vie qu'on transmet. C'est un projet de civilisation, un idéal civilisationnel qui est transmis. Ce sont des valeurs familiales, des valeurs sociales, des valeurs aussi politiques, des valeurs spirituelles. C'est tout cela qu'il y a en fait à travers le jeu. Alors pourquoi on se rend plus compte de ça aujourd'hui? Parce qu'on est dans le profane. C'est-à-dire que le jeu, c'est un moment de distraction, un peu comme le carnaval. On va vous dire, oui, c'est un moment de distraction, on vient s'amuser. Alors que ce sont des choses qui étaient vraiment très importantes dans le cadre d'une démarche de rituel, de coordination et d'harmonisation des énergies. Déjà, totalement. C'est-à-dire que tout est ramené, en fait, dans le profane, alors que c'était des choses extrêmement sacrées, mais il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que vous pouvez encore voyager à travers le monde et voir des civilisations où tout cela est pris dans sa dimension purement spirituelle et pas dans la dimension de la distraction de la matière. C'est vrai que avec la télévision, avec tout ce qu'on voit, avec aussi simplement des fois l'envie de développer l'intelligence de l'enfant, et ça m'arrive d'avoir des discussions sur des territoires de jeux dans des magasins avec des parents. Vous savez, c'est extraordinaire. On est arrivé à convaincre, par exemple, des mères que la tablette tactile, le jeu sur la tablette tactile, le téléphone portable, c'est aussi participer à la construction de l'intelligence de l'enfant. L'éveil, effectivement, de l'enfant. C'est du grand n'importe quoi. Vous voyez là ce que je veux dire par là? C'est du grand n'importe quoi. Parce que l'éveil, c'est la transmission des valeurs. C'est le contact, c'est le jeu traditionnel. C'est ce moment où vous prenez du temps avec grand-père, avec papa ou le voisin qui va vous aider à faire votre cerf-volant, qui va vous transmettre un enseignement. Vous savez que, reprenons par exemple une chose. Il n'y a pas si longtemps, les jeunes apprenaient un métier dans les maisons de compagnonnage. Mais celui qui servait de guide dans l'apprentissage du métier était un deuxième papa. C'est-à-dire ce qu'on ne pouvait pas dire à son père, on le disait à cette personne qui, à force de passer du temps avec elle, finalement l'enfant tissait des liens affectifs. Et là, on avait un régulateur qui était capable de faire comprendre à l'enfant, voilà ce qu'on attend de toi dans le cercle du compagnonnage, voilà ce qu'on attend de toi dans cette profession. Et ça, c'était valable. Mon grand-père était menuisier.
voyez, quand vous intégrez comme ça à Pointe-à-Pitre, donc un cercle de menuisiers pour apprendre à faire des toitures de maisons, apprendre à faire des maisons, apprendre à faire des meubles et compagnie, on apprenait la rigueur, on apprenait le fait de faire confiance, le travail en équipe, hein, toutes ces choses-là qui étaient apprises à travers un métier. Maintenant, le fait d'avoir tout remis dans le cadre de centres de formation, toutes les formations ont une tendance à l'individualité. On travaille pour avoir une note pour soi. Il n'y a pas de travaux collectifs où la note est pour le groupe. Alors que nous sommes partis justement de l'expression d'une transmission de savoir dans un cadre collectif, avec des valeurs, ce qui donne du sens. Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire que tout reposait sur la transmission d'un sens profond, de manière à faire en sorte que l'esprit ne soit jamais mis en défaut par rapport à la matière. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons, je dirais le fait d'avoir enlevé la dimension sacrée du jeu, le fait d'avoir enlevé la dimension philosophique du jeu, on se retrouve avec, je dirais, un discours de distraction. En fait, on joue pour jouer. Vraiment. On joue pour jouer, mais ce qui devait être régulé, c'est-à-dire développer l'esprit de la patience, du discernement, de l'attention, l'envie de partager, vous voyez, toutes ces choses-là, eh ben ça se perd au fur et à mesure, parce que l'essence du jeu même est perdue. Et ce n'est même pas une surprise, quant au fond, de voir que les grands groupes internationaux qui vendent les jouets à travers le monde sont en déficit. Certains ont déposé le bilan en 2018 et bien avant. Vous voyez, on n'est même pas étonné, parce qu'à trop tirer sur l'élastique, on a fini par le rompre. Et le problème, il est là. Donc c'est pour ça que moi, ce qui est important, voyez-vous, c'est de revenir à la notion fondamentale du jeu. C'est quelque chose de très important. Il faut prendre le temps, vraiment, de jouer avec les enfants, de faire des jeux en plein air, comme des jeux. Et vous savez, la tradition africaine, elle est extraordinaire pour ça. Parce que elle est basée sur le jeu, mais dans le cadre d'une transmission d'un certain nombre de choses. Vous voyez ? Et c'est pour ça que plus on prend le temps de connaître tout ça avant d'avoir des enfants, mieux c'est. Parce que les gens ont des fois aussi un peu tendance de dire, bon, pour le moment, j'ai pas d'enfants, donc... Mais le problème, c'est que quand il y a les enfants, on n'a plus le temps de comprendre ces valeurs-là. On est dans le moment où il faut transmettre. Et comment transmettre ce qu'on n'a pas acquis? C'est compliqué. Et ça, c'est très important. Vous voyez, ça, il faut le souligner. Parce que le jeu, c'est pas simplement le fait de se distraire. Oui, on va pas nier qu'il y a un côté distraction. Mais on rentre dans un univers particulier. Il y avait déjà la pédagogie, il y avait surtout une pédagogie et une transmission de valeurs. Totalement. Et je vous montrerai que, en fait, tout ça tient au fait que, on le dit pas aux gens, mais celui qui a inventé les jeux d'une façon générale, c'est Djéouti. Djéouti, c'est cette divinité, c'est-à-dire cet homme divin africain que les Grecs ont appelé Thoth, voire Hermès, même Hermès Trismégiste. C'est lui qui a inventé le dé. C'est-à-dire quand vous prenez un dé pour jouer, c'est Djéouti qui a inventé le dé. C'est-à-dire que ce qu'on appelle vraiment le jeu. Mais maintenant, il faut comprendre quel était son état d'esprit, c'est-à-dire quelle valeur, quel message qu'il voulait transmettre à l'humanité à travers le jeu. À inventer le jeu. Parce que, prenons par exemple une base relativement simple. Vous savez que quand les Européens ont envahi l'Europe, il y avait des civilisations africaines qui vivaient là, mais elles vivaient tranquilles, paisibles. L'arrivée des Européens a créé un climat de guerre, je dirais pratiquement incessant. Et voilà qu'une femme qui est visitée par le roi Iphitos, demande à cette femme noire, donc qui est l'oracle, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'enlever ce caractère guerrier dans la mentalité occidentale? Et elle lui dit, organise des jeux. Organise des jeux pendant 1 mois, tu fais toutes les cités signer donc un traité de paix, de manière à faire en sorte que quand un sportif va quitter la ville d'Athènes, qu'il ne soit pas étranglé par quelqu'un de Sparte. Donc, vraiment, mais c'est ça. Et durant ce mois-là, c'était le seul mois où, et on aura l'occasion de revenir là-dessus, puisque c'est le seul moment où, en Europe, il y avait la paix, c'est quand il y avait les Jeux. Les Jeux d'Olympie étaient tout simplement organisés pour pacifier la mentalité occidentale qui ne pensait qu'à faire la guerre tous les jours. Bon, vous me direz aujourd'hui, ça a guère changé. Et pourtant, il y a encore les Jeux. Mais le problème, c'est que voilà, il y a eu une tentative, en tout cas, de créer une autre dimension. Et vous voyez toujours la problématique de la relation entre la matière et l'esprit. Ce que la matière convoite, c'est pas ce que l'esprit convoite. Alors la chose, comment maintenant créer les conditions d'un esprit fort qui peut arriver à maîtriser la matière? Le jeu avait cette fonction. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Très bien. Alors,
par le dé. Alors justement, moi je voulais qu'on ait l'occasion de regarder un premier document que j'ai amené, puisque cette jeune femme, elle reprend un peu l'histoire des jeux. Bon, il y a une petite erreur, mais je dirais quelque part... Vous la rectifierez ? Oui, voilà, parce que c'est important de pouvoir rectifier. Très bien. Donc on commence avec le premier document, s'il vous plaît. Depuis toujours, la nature humaine adore s'amuser. Les jeux de société sont apparus en même temps que la sédentarisation de l'humain, alors que les familles confortablement installées dans leur maison se rassemblaient pour jouer. Ce divertissement est devenu un phénomène de société et n'est pas prêt de s'essouffler. Tout a commencé en Égypte, 3000 ans avant notre ère, alors que les gens se rassemblaient autour d'un jeu appelé le Royal Dur, composé d'une tablette et des dés en forme de pyramide. On s'amuse alors à déplacer des pions selon des règles non écrites. Le but du jeu était d'atteindre la dernière case qui représentait les cieux et c'était davantage un jeu rituel empreint de spiritualisme destiné à préparer les individus à la mort. Ce jeu a été adopté par de nombreuses autres cultures au fil des siècles, chacune modifiant les éléments du jeu. En ce qui concerne les jeux stratégiques, le plus ancien de l'histoire est le jeu Go, créé en Chine il y a plus de 3 millénaires. Il aurait été conçu par un empereur chinois qui voulait éduquer son fils à la gestion de l'empire. Le but du jeu est de conquérir des territoires en utilisant des pions sur un plateau sur lequel on trouve un quadrillage. C'est l'un des rares jeux à avoir survécu puisqu'il est toujours populaire, surtout dans les pays asiatiques. Le jeu d'échecs est sans aucun doute l'un des plus populaires encore aujourd'hui, mais son origine est controversée, puisque les seules traces concrètes datent des années 600. Il s'agit de textes transcrits qui mentionnent l'existence de joueurs d'échecs. Les théories les plus probables situent l'invention des échecs en Perse, en Inde ou en Chine. On a cru longtemps que les échecs étaient issus du Chaturanka, un jeu similaire créé au 6e siècle. Et c'est vers l'an 1000 que les jeux d'échecs sont introduits en Europe avant de se répandre dans le reste du monde. Les cartes à jouer, elles, apparaissent un peu plus tard en Chine, au 7e siècle, mais celles que nous connaissons aujourd'hui datent de 1370 et seraient quant à elles d'origine italienne. Et c'est par la suite que les jeux de cartes inondent l'Europe grâce à l'essor de l'imprimerie. Toutefois, la production de masse démarre essentiellement en Allemagne en 1840 et c'est à ce moment qu'on utilise les jeux de société à des fins éducatives. Aujourd'hui, plus de 1000 nouveaux jeux sont mis sur le marché chaque année et le bon vieux Monopoly lancé en 1935 est toujours le jeu de société le plus vendu de l'histoire. Mondialement connu, le Monopoly existe en multiples versions. Plus de 200 millions d'exemplaires de ce jeu ont été vendus partout à travers le monde et on estime le nombre de joueurs à 500 millions de personnes. Les jeux d'apprentissage sont utilisés pour aider les jeunes à apprendre tout en s'amusant, même si l'avènement des consoles électroniques bouscule le marché du divertissement. Le jeu de société est toujours en évolution croissante et n'est pas prêt de plier le genou. Alors, au moins, on est clair sur un point. Le premier jeu, ça vient d'Égypte. Alors, la chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans cet exposé, mais il y a un fait qu'il faut quand même souligner. Elle dit que le jeu commence avec la sédentarisation donc des êtres humains. Mais tous les êtres humains ne se sont pas sédentarisés au même moment. C'est-à-dire que les hommes sont nés en Afrique, les hommes sont restés en Afrique, c'est un petit groupe qui est parti. Mais ceux qui sont restés sont à l'origine des jeux. Vous voyez, c'est-à-dire que ceux qui se sont le moins déplacés ont créé les jeux. Et tous les jeux que vous connaissez viennent de la civilisation. Mais cette chronologie qu'elle a fait justement sur l'apparition, par exemple, tout ça, c'est-à-dire que le problème, c'est que les jeux se sont développés en Égypte, donc en Afrique, au Soudan, Égypte, en Mésopotamie avec les Élamites, donc qui sont des Noirs qu'on appelle, je dirais, Sumériens, mais les Sumériens n'ont jamais existé, on aura l'occasion d'en parler, ce sont des Noirs Élamites, vous voyez, qui sont des Couchites, qui venaient du Soudan. Et ces Couchites-là vont continuer en Inde, vont fonder Mohenjo-Daro et Harappa,
où on va développer encore des activités basées sur ce qui avait déjà été fait au Soudan. D'accord. Parce que le problème, c'est que tu peux pas inventer un jeu avant d'arriver. Il faut quand même que tu sois déjà arrivé, tu te sois installé, là tu vas jouer. Maintenant, la problématique de fond, c'est quel était le sens que le jeu avait. Elle voit même que on parle d'éducation, d'éveil, à une forme de connaissance, à une forme de spiritualité, à la vie après la mort. C'est ça qu'on va voir justement. Juste après la coupure publicitaire, on revient. De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours en présence de Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines, et nous a rejoint sur le plateau Jean-Paul Kiko de Guajeka. Bonsoir Monsieur Kiko. Bonsoir, bonsoir. Alors, Monsieur Omotunde, on vient de visualiser effectivement avant la coupure publicitaire un documentaire expliquant effectivement l'origine des jeux et leur développement, mais c'est vrai qu'on n'avait pas, il n'y a pas d'explication sur le sens effectivement. Voilà, le pourquoi, c'est très important de ces jeux. Moi, c'était important pour moi que Jean-Paul Kiko soit là sur le plateau, parce que je trouve que la façon dont on a enfermé philosophiquement la notion de jeu traditionnel est extrêmement dangereux. C'est dangereux parce qu'on n'a pas vraiment compris le sens réel qu'il y avait derrière ça. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est resté sur le côté jeu et on n'a pas vu que c'est un enseignement. Sauf que celui qui a fondé les jeux, c'est-à-dire Djéhouti, a perçu les jeux comme un enseignement. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les Grecs. Et c'est pour ça que, moi, prenons le temps d'ailleurs de regarder le deuxième document que j'ai amené, et ça nous permettra justement de comprendre. Alors, moi, je vais le commenter directement. Est-ce qu'on peut avoir un off, s'il te plaît ? Voilà. Alors, la chose, c'est l'origine africaine des jeux et jouets. Alors, il y a une chose qui est fondamentale. C'est que Octavio Paz, qui est prix Nobel de littérature et mexicain, vous voyez, s'est rendu compte qu'en partant à la recherche de la modernité, il a constaté que cette modernité n'est pas en dehors, mais à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et Djéhouti, justement, qui est celui qui a inventé les jeux, vous voyez que, par exemple, Socrate vous dit qu'il a inventé le tric-trac, il a inventé le dé, il a inventé les jeux de société, mais il a aussi inventé les jeux d'impulsion, les jeux sportifs. Vous voyez ? Donc c'est important de voir qu'il y a quelqu'un qui est à la base d'un enseignement. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le jeu a pour mission d'aider l'enfant à relever les défis de sa vie. Deux types de jeux. Des jeux d'explosion, c'est-à-dire tous les jeux qu'on fait dehors, les jeux sportifs, vous voyez, le tir à l'arc, les choses comme ça, mais aussi les jeux de réflexion. Pourquoi ? Pour apprendre à maîtriser ses émotions, à faire preuve de patience, à faire preuve de stratégie, à faire preuve de tout cela. Vous voyez ? Et prenons par exemple ce jeu. Tout le monde connaît le jeu des petits chevaux. Poursuite. Le jeu des petits chevaux a été inventé il y a 3000 ans. C'était le jeu du chacal. Vous voyez ? Et la chose particulière, c'est qu'on voit que c'est le même jeu. Si vous prenez par exemple le jeu de loi, vous aviez déjà le jeu de loi dans l'Antiquité. Et regardez à côté, vous avez le même jeu qu'on peut appeler Mastermind, enfin tout ce que on voit aujourd'hui dans les magasins. Regardez ici le jeu d'Aceb. Vous voyez, qui est un jeu dont on appelle le jeu des 20 cases, qui se joue avec un dé. Voilà la version modernisée dans l'Antiquité africaine toujours du même jeu d'Aceb. Et c'est quoi ce jeu ? C'est justement faire comprendre à l'homme son avenir post-moderne. C'est-à-dire que oui, il y a le moment sur Terre, mais la vocation c'est de rejoindre le ciel. Et c'est ça le sens de la Marelle. Le jeu dont elle a parlé, qui est africain, non, ça c'est un jeu élamite, ça vient de la Mésopotamie. Vous voyez ? Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sa base est africaine. Maintenant, ce qui est incroyable, regardez le dé. Le dé africain qui a 5000 ans. Nous, quand on vous dit que Djéhouti a inventé le dé, il faut voir quel dé. C'est le même dé qu'aujourd'hui. Et vous avez aujourd'hui le jeu de loi qui s'appelait le jeu de loi d'Amon. Et vous voyez, loi, le jeu commençait par la tête de loi. Donc ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire c'est le même jeu qui se joue avec un dé, on fait avancer le pion, parce que faut voir une chose, regardez tous ces jeux. Donc on a trouvé en faisant des fouilles, y compris dans les tombeaux pharaoniques, c'est extraordinaire de voir que ces jeux qu'on fait passer pour des jeux modernes sont des jeux très anciens. Regardez les pions. Vous voyez par exemple ici, vous avez carrément un pion de Monopoly. Vous avez tous les pions avec lesquels vous jouez au jeu aujourd'hui, datent de plus de 5000 ans. Et ça, c'est une photo que j'ai faite au musée, ici, le musée du Louvre. Regardez les osselets. C'est les mêmes osselets qu'on a aujourd'hui. Vous vous rendez compte que l'antériorité de la chose, c'est incroyable. Prenons le jeu d'échecs. Elle dit, on ne sait pas d'où vient le jeu d'échecs. Mais vous avez l'épouse de Ramsès II joue au jeu d'échecs en moins 1300. Et vous avez le jeu d'échecs en plus 1300 à la cour du roi de France, qu'on appelait le jeu de Sénète. On distingue quand même vraiment bien les pions. Non, mais on voit, mais je vais vous dire une chose, c'est extraordinaire cette affaire. Dire qu'on ne sait pas d'où vient le jeu d'échecs. Vous voyez, tous ces jeux-là, avec la boîte de rangement. Vous
voyez, donc vous êtes dans la culture africaine pure, avec la notion de jeu. Regardez ces gens en train de jouer aux échecs. Ils sont pas en train de jouer aux échecs là, hein? Dans la tradition africaine, monsieur, madame en train de jouer. Donc le jeu de société avec la transmission des valeurs de la famille dans le cadre du jeu. On voit encore une belle stèle ici, en bois, où vous avez l'individu en train de jouer. Donc la chose, c'est pourquoi dans le discours, quand on présente les choses, tout ça, c'est pas montré. Regardez le jeu d'Alquerque. Le jeu d'Alquerque, c'est même un jeu qu'on retrouve à Guajeka, mais c'est un jeu qui vient d'Égypte. Vous voyez? Et tout ça, le jeu de Zama, c'est des jeux qu'on faisait sur le sable avant. C'est-à-dire, on fait le tracé du jeu et on va mettre des amandes, on va mettre des pierres, on va mettre... Vous voyez l'affaire? Il n'y a pas l'obligation d'avoir la table de jeu. Mais dans certains films, ils utilisent... Totalement. Et le jeu le plus célèbre, effectivement, même encore aujourd'hui, le jeu d'Awele, qu'on retrouve partout en Afrique et qui commence véritablement à percer dans nos territoires. Tous les jeux de jonglage, vous voyez, jongler, ça vient d'Afrique. Mais regardez la balle. C'est impressionnant. La balle, elle est en cuir. Il y a là déjà les coloris. Et vous avez ça dans les tombeaux pharaoniques. Vous voyez? C'est-à-dire que le jonglerie avec les balles et compagnie, ça a été inventé en Afrique. Et regardez les scènes où vous avez les jeux. Tout ça, c'est sur les tombeaux. Vous avez des gens en train de jouer, en train de faire des sauts, en train de faire des bonds. C'est impressionnant. Le hula hoop que faisait Madame Obama, mais ça vient d'Afrique. Vous voyez, les toupies, on a trouvé la toupie de Toutankhamon dans son tombeau. Vous voyez, les mêmes toupies que nous avons ici, qui sont fabriquées à Guajeka, les tirages de cordes qu'on a eu l'occasion de faire dans un fétigé. Mais tout ça, ça vient de l'Afrique. Le yo-yo, c'est une invention de l'Afrique. Vous voyez, les billes, jouer aux billes cristal, jouer cristal. Mais tout ça, c'est aussi nous. Vous comprenez pourquoi cet impact-là ici notoire à notre niveau, hein, les jeux articulés, ça vient aussi de nous. Les jeux de réflexion, Mastermind et compagnie, ça vient du continent africain. Voyez, donc ce sont des choses qui nous parlent. Le bowling. Vous voyez, Fender Petries a retrouvé le premier bowling de l'histoire de l'humanité en Afrique. Avec la boule, on envoie, ça fait tomber les quilles. Ça, c'est le rapport de fouille de... Hein, les jouets à roues. Vous voyez, qu'on tirait autrefois, même Ramsès II, quand il était tout petit, avait ce genre de jouets, m'a dit, les poupées. Vous voyez, le fait d'avoir sa poupée avec les cheveux tressés, tout ça, vous voyez que c'est de la lointaine antiquité. Faire des maquettes de maisons, des maquettes de voitures, et les dominos. Et les dominos, vous comprenez pourquoi on est scotché vis-à-vis des dominos, parce que les dominos viennent du continent africain. Donc tout ça pour dire... Vous voyez, tout ça pour dire que, et pour rappeler qu'il ne faut pas oublier, vous savez, il y a un jeu un peu pervers. C'est le jeu qui consiste à faire en sorte que tout le monde a le droit de se souvenir, mais les Noirs ont l'obligation d'oublier. Mais d'oublier quoi? Tout ce qui est positif dans l'histoire du monde noir, c'est ce qu'il doit oublier. Pour mettre son cerveau à la disposition de tous les charlatans. Quand même à 2000%, monsieur Motoundé. Non mais attendez, le but du jeu, c'est de mettre notre cerveau à la disposition de tous les charlatans qui viennent nous raconter des sornettes et nous raconter des histoires de murs debout. Non, il ne faut pas oublier, il faut aller dans les musées, il faut faire le travail pour aller justement, comme disait le professeur Cheikh Anta Diop, à la source, ramener ces informations et montrer que la première personne qui a fait le jeu dans l'histoire de l'humanité, c'était pas pour jouer. Le jeu est un enseignement, c'est une transmission de valeurs. C'est ce qui permet de savoir pourquoi je suis né dans cette famille et qu'est-ce que cette famille a à m'apporter pour que je sois en mesure de relever mes défis de demain. Vous voyez, on ne fait pas les enfants pour le plaisir de les avoir avec soi. On fait des gens capables de relever sa société, lui permettre de trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'on fait les jeux. C'est pas pour rester là à nous demander, oui, il y a des sargasses au bord de la plage, qu'est-ce qu'on fait pour éliminer les sargasses? Si on avait eu des jeux, vous voyez, des vrais jeux, qui font travailler la réflexion des enfants, on ne serait pas là en train de se poser des questions inutiles, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on aurait déjà l'habitude du questionnement. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça le but du jeu. Et c'est pour cela que je trouve que c'est important que, non seulement au niveau du travail de fond que fait Guajeka dans le travail de restauration de ces valeurs-là, mais c'est aussi de ne pas oublier le sens réel de la chose, de ne pas se laisser emporter par le discours financier et le discours de rentabilité économique des jeux, mais ne pas oublier que le jeu a une mission éducative et c'est ce qui est important. Alors, monsieur Kiko, vous êtes renseigné un peu sur l'histoire des jeux avant de vous lancer dans l'aventure Guajeka ou c'est au fil des choses que vous avez appris? En fait, oui, plus que me renseigner même, j'ai étudié, en fait. J'ai vraiment fait une étude sur les jeux traditionnels. Donc, j'ai été voir un petit peu comment ça se passait avant, voir les anciens, comment ils jouaient, à quel moment qu'ils jouaient. J'ai récupéré les archives. J'ai vraiment fait un travail de fond au début pour récupérer toutes les informations. Et c'est à l'issue du bilan que je faisais, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. C'est de là qu'on a créé la structure et on a commencé à développer les jeux traditionnels. Donc, c'est vraiment après une étude qu'on a fait sur les jeux en 2004
qui nous a permis après de commencer notre travail sur les jeux. Donc vous savez que tous les jeux, effectivement, auxquels on s'adonne en ce moment, viennent d'Afrique. Alors à l'époque, non. Quand j'ai commencé mes études là-dessus, pas du tout. Mais justement, j'étais dans un système, j'étais à Bordeaux, je faisais mes études à Bordeaux. Donc information occultée, on imagine. Complètement. Toutes les informations que j'avais sur les jeux, bon, on avait la chance, il existait un petit livret sur les jeux joués de Marie-Galante. Donc ça a permis de me donner quelques pistes. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas grand-chose. Les seules choses qui existaient, c'était les personnes qui étaient encore vivantes et qui ont pu m'expliquer, me parler, me présenter comment ça se passait à l'époque. Donc c'est là, et puis du coup on a continué, on a décidé d'aller beaucoup plus loin, de maintenir, et puis maintenant qui fait que actuellement, au niveau de notre actualité, on développe les jeux même au niveau de la santé. On a créé un concept, la jouet-thérapie, donc c'est-à-dire qu'on utilise les jeux, qu'on les adapte pour pouvoir soigner nos différents publics, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les enfants qui sont en difficulté, qui sont en chaise roulante, que ce soit les personnes valides aussi. On a décidé d'utiliser les jeux justement pour pouvoir développer et améliorer la santé de nos proches. Donc des jeux toujours avec un objectif Totalement. De vie. C'est-à-dire que la chose, c'est que, par exemple, il y a aussi le fait d'utiliser les jeux pour apprendre les mathématiques. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire qu'on demande d'acquérir des connaissances en mathématiques et en physique. On a des jeux qui sont basés que sur les mathématiques et la physique, c'est-à-dire faire voler un cerf-volant, mais ça touche à beaucoup d'univers scientifiques. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser le fait de faire voler un cerf-volant comme territoire d'expérimentation scientifique et de faire les enfants faire un cerf-volant et d'aller dans la cour de récréation pour faire voler le cerf-volant qu'ils ont réalisé. C'est ça qui est important. On parle d'Alzheimer. Mais il y a beaucoup dans les jeux qui sont développés par Guajeka, il y a beaucoup de jeux de mémorisation. Et plus on avance dans le jeu, plus il faut avoir retenu tous les moments où il y a eu l'espace de progression par rapport à l'adversaire qu'on a en face. Et tout ça participe, je dirais, dans la joie et la bonne humeur, à l'effort qui est demandé au cerveau. La chose, c'est pourquoi on veut toujours regarder. C'est pour ça que je dis qu'Octavio Paz était important. Pourquoi on veut toujours regarder à l'extérieur ce que nous avons chez nous ? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on ne voit pas la beauté de ce qu'il y a chez nous, mais on est toujours en train d'encenser ceux qui viennent de l'extérieur. On a un prisme devant nos yeux, il y a un prisme devant nos yeux. C'est-à-dire qu'il y a une déformation. Assez déformant. Totalement. Et justement, la chose, c'est que quand il va en Amérique du Sud, il découvre des choses, mais aussi des choses qui ont un lien avec nous. Complètement. D'ailleurs, justement, il y a 2-3 mois, on était en Argentine, avec un peu toute l'Amérique latine, donc des gens du Brésil, du Panama, etc., et on voyait qu'effectivement, il y avait des jeux qui ressemblaient. Quel honneur, c'était vraiment pour de l'échange autour du jeu. Ils nous ont invités, chaque année, presque chaque année, on nous invite au niveau de Guajeka pour pouvoir représenter les jeux caribéens au niveau de l'Amérique latine. Donc il y a 2-3 ans, c'était au Brésil, cette année, c'était en Argentine. Et justement, on voit au niveau des références communes que même au niveau de la spiritualité qui existe dans nos jeux, on les retrouve aussi, que ce soit au Mexique, que ce soit au Brésil ou dans d'autres endroits. D'où la base commune, forcément. Donc ils reconnaissent complètement que le jeu aussi permettait, comme disaient les ancêtres, de mettre en avant ce qu'il y a de divin dans l'individu, mais aussi de reconnaître ce qu'il y a de divin au niveau du jeu lui-même. Et ça, tous les autres peuples reconnaissent cette notion-là aussi, qui fait qu'on a un point commun, on ne joue pas pour jouer, on joue d'abord pour apprendre, on joue d'abord pour pouvoir s'élever, on joue d'abord pour pouvoir s'enrichir et surtout avoir des compétences nouvelles. Parce que chaque fois qu'on va jouer avec nos jeux, quand on joue avec notre J-Spom par exemple, l'enfant va voir qu'il va essayer d'attraper un oiseau. Mais au-delà de ça, il va apprendre aussi à se concentrer. Il va apprendre à se maîtriser. Il va apprendre à temporiser. À un moment donné, il va falloir qu'il soit plus rapide. Donc, toutes ces notions-là, dans un seul jeu, on voit que ça développe justement autant de notions que de... Réflexion, dextérité, tout ça. Complètement. Et donc, du coup, ça nous a permis aussi de faire un travail au niveau des copains un peu plus proches de la Caraïbe. On a créé une fédération caribéenne des jeux traditionnels. On a regroupé les copains d'Haïti, les copains de la Dominique, les copains de la Martinique. Et chaque année, on a pour ambition de regrouper d'autres camarades encore de la Caraïbe, toujours pour pouvoir maintenir les jeux, mais pour pouvoir montrer surtout qu'il y a un véritable enjeu culturel, identitaire, économique à développer autour des jeux traditionnels. Est-ce que les Guadeloupéens comprennent cet intérêt ? Mais totalement. Alors justement, le travail qu'on fait depuis maintenant plus de 10 ans nous fait voir que les Guadeloupéens se rendent réellement compte qu'on a une spécificité dans nos jeux, qu'on a une particularité et que bien souvent, même parfois, on a tendance à vouloir peut-être se séparer parce que parfois, il y a des jeux qu'on retrouve en grande terre qui sont différents en basse terre, mais en fait, ce sont les mêmes jeux, sauf que ça s'appelle différemment. Donc, ça crée encore notre richesse pour montrer que même dans les régions différentes, on a des jeux qui s'appellent peut-être pas de la même façon, mais qui ont quand même la même fonction et qui enrichissent justement notre patrimoine à ce niveau-là. Donc, c'est un peu tout ça. Et puis, du coup, cette année, on va faire justement un grand événement pour regrouper tous nos copains, tous nos professionnels de santé,
autour de la dynamique des jeux traditionnels, les ergothérapeutes, les kinés, les cardiologues, pour pouvoir montrer justement qu'est-ce qu'on peut faire, quelle approche qu'on peut avoir pour améliorer notre santé, pour améliorer notre quotidien, à partir des pratiques culturelles, à partir des pratiques traditionnelles, sans passer par des choses qui sont extraordinaires. Non, avec ce qu'on a, on peut vraiment guérir beaucoup de choses, y compris les enfants à l'école. Et de plus en plus, justement, bientôt, tu parlais des mathématiques, mais bientôt, on doit faire justement un séminaire sur les mathématiques et les jeux traditionnels. Comment apprendre des notions mathématiques à travers l'utilisation et la pratique des jeux traditionnels. Excellent. Donc, on voit que dans les jeux traditionnels, on touche autant à l'histoire qu'aux sciences, qu'aux mathématiques, qu'à la géographie. Bref, ça aborde, c'est un sujet qui aborde beaucoup d'éléments divers et qui permet en même temps de voir que, bon, à partir de ce qu'on a chez nous, on n'a vraiment pas besoin d'aller ailleurs. Quel jeu fonctionne le mieux? Tous les jeux fonctionnent parce que chaque jeu attire un type de personne. Il y a des enfants qui seront plus attirés, par exemple, par les gestes pommes. Parce que là, le fait de tirer... Il y a d'autres, c'est les toupies Beyblade. Comme ils ont référé ces toupies Beyblade, donc ils sont très attirés par les toupies. Il y a d'autres, ce sera plutôt déliré avec leur cabois. Ils vont vouloir faire une descente en cabois. Donc, et ça nous permet de voir que chaque type de jeu attire, j'ai envie de dire, un type de caractère chez les enfants. Parce qu'en fait, ils vont être approchés. Il y a des filles, par exemple, on ne va pas les faire jouer à la poupée. Mais par contre, elles vont sauter à la corde. Donc, elles vont développer des compétences toniques à partir du jeu de corde. Mais elles ne seront pas forcément sur la poupée. Il y a d'autres qui sont sur la poupée et sur d'autres choses. Donc, chaque jeu, en fait, attire son public, j'ai envie de dire. Et c'est révélateur, ça peut nous révéler des facettes de la personnalité de nos enfants? Ah, mais complètement. Complètement. Il y a notre cher, justement, ami Lavital, qui est parti il y a 2 ans, qui, justement, lui, lorsqu'il faisait, par exemple, le jeu d'Ikaipaka, ça permettait de travailler sur la personnalité des enfants. C'est-à-dire, il disait, bon voilà, est-ce que tu te sens capable de faire la balle rentrer? Oui, non. En fonction de ça, soit ça augmentait la confiance que l'enfant avait en lui si ça rentrait. Si ça rentrait pas, il essayait à nouveau, donc ça perdurait. Donc, il y avait tout un jeu justement sur comment développer le fait de maintenir, de ne pas abandonner trop tôt, de rester tenace, etc. autour du jeu. Des valeurs. Oui, totalement. C'est-à-dire que la chose qui m'a... Parce qu'il y a une chose qui m'a quand même particulièrement interpellé, c'est que les adultes ne jouent plus. Nous, quand on Parce qu'on estime que c'est que pour les enfants. Attendez, nous, quand on était gamin, les cerfs-volants, il y avait des cerfs-volants, les vonvons, tout ça, c'était les adultes qui faisaient ça. Hein. En tout cas... Quand on était au bord de la plage, les jeux, c'était les adultes. Et les enfants étaient là. Mais c'était intergénérationnel même, puisque forcément, il y avait un adulte qui transmettait aux enfants sur la confection. Le truc, c'est on s'assied avec une bouteille d'alcool et on blague avec les copains. Les enfants... Avant, c'était pas comme ça. Ah, non, mais il faut les mettre en situation, parce que je vois... C'est-à-dire, il faut quand même mettre, je dirais, un pavé dans la mare et dire, mais c'est quoi ta fait? Il faut jouer davantage. Il faut jouer davantage, mais on voit, lorsqu'on a la possibilité de les mettre en situation pour jouer, les adultes deviennent comme des bébés cadavres. Totalement. Parce que il faut les voir au tir à la corde. Il faut voir les adultes au tir à la corde. Il faut voir les adultes quand ils font une course en sac. En fait, ils empêchent parfois même aux enfants de jouer pour pouvoir leur montrer soi-disant comment faire, mais en même temps, c'est pour pouvoir jouer eux-mêmes. Non, en fait, c'est ça justement un peu notre mission, c'est de mettre en avant les jeux traditionnels pour permettre à tout le monde l'accessibilité aux jeux. Enfants, adultes, personnes âgées. Et on voit qu'en jouant, ça crée tellement de richesse au niveau des relations humaines, au niveau des compétences motrices, etc., qu'on est en train de développer une machine de guerre vraiment pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier. Et notre slogan cette année, c'est « On famille, on G ». Il faut que dans toutes les familles guadeloupéennes et de Navarre, qu'on puisse avoir justement des jeux traditionnels dans toutes les familles, parce que c'est ce qui permet de resserrer les liens, de se retrouver. J'avoue que sur l'intergénérationnel, c'est pas mal. Totalement. Et il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée dans la façon d'animer le jeu, c'est le côté rallye. C'est-à-dire que le fait d'avoir organisé, je dirais, le contact avec le jeu et l'envie de se surpasser, de se dépasser par l'esprit de compétition et de permettre d'avoir comme ça un relais qui se fait sur tous les jeux, sur un stade, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir l'occasion de... Effectivement, on a fait les jouets miades. Les jouets miades, c'était vraiment un relais de jeux traditionnels. C'était pas mal. Les enfants ils ont apprécié. Donc tous nos jeux, on peut aussi les mettre en activité, au-delà de simplement les laisser pour que les enfants puissent jouer, mais vraiment les animer les jeux traditionnels. Et on se rend compte qu'en fait, ça peut toucher vraiment un peu tout le monde, quelle que soit la situation. Mais il n'y a pas d'âge pour jouer de toute façon. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Je dirais, il y a vraiment deux choses. C'est-à-dire, il y a le jeu traditionnel et il y a le jeu qui est acheté dans le grand magasin. On n'oppose pas les deux, mais c'est-à-dire que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes fonctions, c'est pas les mêmes univers, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a quand même, dans le cadre de l'éducation, de la transmission des valeurs, il y a ce besoin de revenir aux jeux traditionnels. Ça, c'est important. Mais ça, ce sera
hors cadre éducation nationale, on suppose. Ah non, aussi. Pas forcément. C'est-à-dire que, mais c'est déjà entré. D'ailleurs, nous sommes les référents au niveau de Guajeka, au niveau de l'éducation nationale, pour justement apprendre aux enfants les jeux traditionnels. Donc, avec les enseignants, on fait un travail régulièrement chaque année. On est vraiment sur plusieurs établissements où on apprend déjà. On montre aux enseignants, en fait, comment on pourrait utiliser, exploiter les jeux à des fins pédagogiques, en sciences, en maths, en français, en créole, etc. Mais aussi pratiquement, comment les enfants peuvent s'approprier à nouveau ce patrimoine-là. Donc il y a déjà un travail depuis plus d'une dizaine d'années avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques. On travaille là-dessus, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment pouvoir maintenant faire en sorte que ça devienne vraiment une institution. Justement, comment faire pour que les jeux traditionnels rentrent dans chaque foyer guadeloupéen, comme à l'époque? Justement, c'est déjà un travail de promotion, faire comprendre en fait que le jeu justement n'est pas simplement juste pour du loisir, mais qu'il y a un réel apprentissage, comme on disait. Et si chaque parent arrive à déjà intégrer ça, que en offrant ou en donnant un jeu traditionnel, c'est plus que simplement un jouet. C'est tout un univers culturel, c'est toute une identité, c'est tout un patrimoine ancestral qu'on donne aussi à l'enfant quand on va jouer. Si chaque parent arrive à comprendre ça et à transmettre ça à leur enfant, en fait, le combat sera gagné. Parce qu'ils verront que, bon, en fait, tu peux pas faire que lâcher un cabois comme ça. Il faut que tu joues ton cabois parce que ton grand-père jouait aussi avec ce cabois-là, ça. Donc tu peux pas le laisser comme ça, c'est pas possible. Donc c'est ça en fait que les parents doivent comprendre aussi quand ils transmettent les jeux et que nous enseignants ou adultes qu'on fasse ce travail-là aussi pour pouvoir toujours maintenir les jeux et montrer en fait qu'on n'est pas juste là pour c'est pas que du loisir, c'est vraiment un enseignement. Mais on dit peut-être rien, mais en tout cas on a souvent envie de participer puisque depuis tout à l'heure en fait je fais une fixation sur le jazz pom de votre cou et je me vois en train de tirer avec depuis tout à l'heure. Mais oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un travail avec plusieurs professionnels autour du jeu traditionnel, mais dont notamment Jean-Philippe Omotoundé. On a regroupé différents professionnels dans différentes catégories. D'accord. Enseignants, chercheurs, historiens, pédagogues, etc. On les a regroupés sur la thématique des jeux traditionnels pour pouvoir montrer en fait que c'est un patrimoine tellement riche qui aborde tellement de secteurs, que ce soit l'artisanat, que ce soit les sciences ou autres, et qui a vraiment matière à pouvoir enseigner ça à nos enfants. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc ça s'appelle les jeux traditionnels, un enjeu global pour la Guadeloupe. Et justement, ce qu'on montrait tout à l'heure au niveau, par exemple, des toupies de Toutankhamon, des premiers dés qu'on a fait. On a fait un travail justement, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau des sciences, que ce soit au niveau même au niveau de la littérature. Il y a des copains qui ont fait des poèmes sur les jeux traditionnels. Il y a Benzo qui a participé aussi, qui nous a fait un superbe conte autour de cela. Bref, on a voulu vraiment aborder les jeux traditionnels avec plusieurs facettes, pour montrer qu'en fait que ça ne s'arrête pas simplement à une pratique ludique, mais que c'est tout un univers qui concerne les sciences, l'histoire, les maths, tout, et que justement, en permettant aux enfants d'acquérir ces jouets-là, on les permet vraiment de grandir et d'être plus forts avec eux-mêmes. C'est ça la mission. Je dirais que c'est ça la mission à accomplir, mais c'est une mission collective, de transmission d'un certain nombre de valeurs. Et c'est vrai que, je dirais, le jeu traditionnel a quelque chose de particulier, c'est que quand on le voit, ça rappelle tellement de souvenirs que forcément on a envie de raconter tous ces souvenirs-là aux enfants. Et c'est comme ça que ça commence. Voilà. Oui. Non, je voulais juste te dire, ça me rappelle un monsieur qui était en chaise roulante. Le monsieur, ça faisait quelque temps qu'on ne pouvait pas marcher, etc. Et un jour, on s'est permis de mettre un Ika et Paka, pas très loin de lui, avec des balles. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, le monsieur a complètement oublié qu'il était en chaise roulante. Il s'est mis sur ses deux pieds, il a lancé la balle. Tout ça pour montrer à quel point ça a pu le stimuler au niveau de ses muscles, de ses neurones, etc. Et qui fait que le monsieur a complètement oublié qu'il était dans un état où il était en chaise roulante. Et il s'est mis debout et c'est reparti. Donc ça peut vraiment aller chercher très 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 loin tout ce que ça peut. Mais quand on s'est activé l'esprit, il peut faire des choses incroyables. Absolument. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. Monsieur Omotoundé, on se voit dans 2 semaines. J'ai entreprendre en lycée la semaine prochaine. On se voit dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. On doit faire les Jeux Olympiques. Très bien. Oui, on fera les Jeux Olympiques, effectivement. Avec M. Kiko, Oui, pourquoi pas. Absolument. Entre-temps, on doit aller aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ce côté-là ? On a des musées à aller visiter, notamment, de manière à faire en sorte que nous puissions voir ce que c'est qu'un vrai musée.
Très se comprend. Très bien. Très bien, parfait. Vous allez revenir avec tout un tas d'informations, je pense. Et on va beaucoup s'amuser sur ce plateau. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour ce cours d'anthropologie sur les jeux. Encore une fois, merci à vous, monsieur Kikou, d'avoir participé. Monsieur Moutoune, on se revoit dans 2 semaines. Bon séjour aux States. Et on se revoit dans 2 semaines. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas que sur Canal 10, le jeudi, c'est anthropologie. Et ça va durer encore comme ça pendant un moment. Une bonne soirée à vous.